Bonjour, bienvenue à tous pour ce podcast dédié à la situation actuelle au Groenland. Je me retrouve aujourd'hui avec deux députés qui reviennent tout juste de ce périple. Alors peut-être avant de commencer, il me semblait pertinent, important de rappeler le contexte, parce qu'il y a des voyages qui révèlent plus qu'ils ne montrent. Deux députés français se sont rendus au Groenland. Pierre-Alexandre Anglade est député des Français du Benelux et préside la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale. Vincent Corre est député des Français d'Europe du Nord. Il est l'auteur d'une proposition de résolution européenne sur le Groenland et tous deux sont membres de Renaissance et siègent au groupe Ensemble pour la République. Leur déplacement à Nuuk n'était pas une mission de routine. En quelques mois, le Groenland est devenu autre chose qu'un confetti arctique oublié des Européens. Il est devenu le lieu où se pose une question que nous avons longtemps évitée. Que reste-t-il de l'alliance transatlantique quand celui qui devait nous protéger devient une source d'incertitude ? Ce podcast n'est donc pas un récit de voyage ni un récit de tourisme. C'est une conversation sur la fin d'une certaine naïveté, une naïveté européenne, sur ce que signifie défendre des principes quand ceux qui les invoquaient avec nous décident qu'ils ne s'appliquent plus. Pierre-Alexandre Anglade et Vincent Corre reviennent de Nuuk. Voici ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris et ce qu'ils pensent que nous devrions en faire. Alors Pierre-Alexandre Anglade, Vincent Corre, vous vous êtes rendu récemment à Nuuk, je viens de le dire à l'instant, pour porter, vous l'avez dit à plusieurs reprises dans un certain nombre de médias, un message de solidarité aux habitants de ce territoire qui est aujourd'hui ébranlé par des menaces d'annexion, dans un moment très singulier. Une annexion américaine à laquelle nous ne nous attendions pas. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui de ce retour de voyage, l'un comme l'autre ? Quels ont été vos ressentis, vos échanges avec les habitants, avec la maire de Nuuk ? Bien, nous sommes allés effectivement porter avec Vincent un message de solidarité française et européenne dans un moment où notre partenaire historique, notre allié depuis des décennies, si ce n'est des siècles, les États-Unis d'Amérique, ont fait le choix de menacer et d'intervenir par la force au Groenland pour s'emparer d'un territoire qui ne leur appartient pas, ce qui marque une forme de rupture dans le monde tel que nous le connaissions, et ce qui nous amène à dire que le monde d'avant n'existe plus, que nous sommes entrés dans un monde de radicalité, et que si nous voulons faire face à cette radicalité, alors nous devons, nous, Européens, faire preuve de la même détermination dans la défense de nos principes, de nos valeurs, du respect du droit international, mais aussi et surtout nous endurcir, nous renforcer, si on veut être capable de tenir le choc face aux grands empires qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est de nous soumettre et de nous vassaliser. Mais d'un mot, moi je suis quand même curieuse de vous entendre sur le Groenland. Les premières impressions immédiates, qu'avez-vous ressenti concrètement tous les deux à Nuuk ? Je pense que tous nos interlocuteurs et tous les échanges qu'on a pu avoir, il y a d'abord un sentiment qui ressort, c'était un sentiment d'inquiétude, de préoccupation et de surprise, parce que ce soit les Français qu'on a pu rencontrer ou les autorités groenlandaises et danoises, il y a d'abord sur un petit territoire, 50 000 habitants sur le Groenland, donc un territoire qui fait 4 fois la France, 10 000 habitants à Nuuk, la capitale. Il n'y a pas du tout l'habitude d'être sous les feux de la rampe internationale, de voir des duplex de télé françaises, britanniques, américaines partout, et donc vraiment il y a un traumatisme dans la vie quotidienne des habitants du territoire. Après, il y a une inquiétude qui est certaine sur mais quelle est la suite dans cette escalade en fait ? Est-ce que ça peut aller jusqu'au conflit armé ? Quelle serait la réalité de ce conflit armé entre alliés, ce que rappelait Pierre-Alexandre ? Donc en fait, il y a vraiment, ça bouscule tous les cadres de pensée, tout ce qui apparaît comme des certitudes dans leur vie. Les Français qu'on a rencontrés, je comprends parfaitement le cheminement qui est leur. Ils nous ont demandé, mais du coup concrètement, si le pire arrivait, s'il y avait une attaque, comment ça se passerait ? Comment on quitterait le territoire ? Est-ce que la France serait présente ? Donc on a aussi répondu à ces questions-là. Mais donc voilà, il y a vraiment un sentiment de préoccupation, d'inquiétude, de vivre un moment qui est tout sauf anodin et qui est vraiment un moment où notre présence, ce message de solidarité à la fois réaffirmé aux Français qui sont présents là-bas et aux autorités groenlandaises et danoises, était fondamental. Et vous, monsieur le député Pierre-Alexandre, vous avez dit d'emblée, au même titre que Vincent Corre, que nous vivions la fin d'un monde, l'ébranlement de nos certitudes. C'est quoi cet ébranlement ? 1945, c'est dépassé, ça y est, c'est périmé, on passe à autre chose ? Ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, les relations internationales étaient principalement régulées par les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et les États-Unis. Il se trouve que parmi ces 5 puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies,
trois deviennent des puissances de déstabilisation. La Russie qui s'impose par la force dans son environnement immédiat, la Chine qui nous mène une guerre commerciale et économique, et fait nouveau et rupture la plus importante, les États-Unis d'Amérique, notre partenaire, notre allié, qui se met à se retourner contre nous, qui menace d'annexer un territoire souverain qui appartient à un pays européen membre de l'OTAN, le Danemark, qui menace de s'ingérer directement dans nos élections à travers la nouvelle stratégie de sécurité américaine, qui soutient des partis nationalistes identitaires partout en Europe pour essayer de déconstruire le projet européen. Et donc nous sommes effectivement dans un moment de rupture de l'ordre international que nous connaissons, avec des puissances qui étaient autrefois qui étaient garantes d'un cadre, qui aujourd'hui deviennent des éléments de perturbation et de destruction de ce cadre. Mais pour nos auditeurs, moi j'aimerais quand même comprendre, qu'est-ce qui se joue précisément au Groenland? Pourquoi ce pays, cet État, qui est pour nous en tout cas une espèce de bloc de glace, suscite autant d'intérêt? Intérêt russe, intérêt chinois, désormais intérêt américain. Que se passe-t-il concrètement au Groenland? Des ressources? Quoi? Pourquoi le Groenland suscite autant l'attention américaine et est-il aujourd'hui l'objet d'une telle déstabilisation régionale? Parce que le Groenland est, de par sa position géographique, un territoire géostratégique pour ces nations arctiques, que ce soit la Russie, que ce soit les États scandinaves, et de par sa position, une forme de proximité aussi avec le continent américain, qui explique les velléités de Donald Trump sur ce territoire, et qui prétend vouloir s'en emparer pour garantir la sécurité des États-Unis, alors qu'en réalité, un accord de défense datant de 1951 autorise déjà les Américains à pouvoir se déployer sur l'île et à garantir la sécurité des États-Unis. Ce qui m'amène à penser que le fond de cette affaire n'est pas qu'une question de défense, puisque si l'objectif réel de Donald Trump était d'assurer la sécurité des États-Unis d'Amérique, alors il n'avait qu'à régler cela dans le cadre de l'OTAN, et c'est pour ça que le président de la République a eu raison à cet égard de proposer un exercice dans le cadre de l'OTAN pour montrer la bonne volonté des Français et des Européens en général pour garantir la sécurité des États-Unis. Et donc la réalité qui sous-tend cet appétit que peut susciter le Groenland va effectivement au-delà de la simple question de défense. Il y a des ressources qui sont extrêmement importantes. C'est au fond la course aux terres rares à laquelle on assiste entre les différentes puissances du monde en ce moment. Oui, Vincent. Juste pour aller dans le sens de Pierre-Alexandre, je pense que pour bien comprendre, le Groenland, ça a toujours été un enjeu de géopolitique. C'est-à-dire dans le cadre de la guerre froide, les États-Unis, c'est le traité que mentionnait Pierre-Alexandre, le traité de 1951 qui lie donc le Danemark qui a une souveraineté au Groenland et les États-Unis. C'est les États-Unis qui prenaient en charge la sécurité avec plusieurs bases américaines installées au Groenland. La fin de la guerre froide a été, on va dire, marquée dans l'espace arctique et dans l'espace du Grand Nord par, on va dire, une diminution de la densité et du rapport de force, en tout cas de la densité de ce rapport de force entre grandes puissances. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il y a donc notamment une fonte des glaces, il y a des nouvelles routes qui s'ouvrent, le passage du nord-ouest, le passage par le nord de la Russie. À moyen long terme, à horizon 2050-2070, le rêve de certains, le drame pour d'autres, je pense qu'il faut plutôt classer ça dans la catégorie des drames sur le plan environnemental, mais donc la route transpolaire qui ouvrirait en fait un passage à minima pour des cargos par le pôle Nord et qui ouvrirait aussi des horizons d'exploitation minière dans ces fonds-là. Tout ça fait que on a un espace arctique qui redevient un espace de rapport de force, de rivalité entre les puissances, d'exploitation effectivement derrière avec des acteurs adossés aux grandes puissances qui sont des entreprises privées qui cherchent à exploiter ces terres rares. Et donc on a une situation de retour du rapport de force, avec en plus un Conseil de l'Arctique qui historiquement était une instance qui visait à pacifier, en tout cas à maîtriser les tensions et les rivalités dans la zone, et qui est de facto bloqué depuis 2014-2022, d'abord parce que la Russie, avec sa guerre d'agression en Ukraine, s'est vue mise au banc par les autres participants du Conseil, et désormais depuis quelques années aussi par l'Amérique de Trump, depuis notamment que l'Amérique de Trump a refusé de signer une déclaration conjointe qui mentionnait l'existence tout simplement du réchauffement climatique. Donc on avait parmi d'autres organes, mais celui-là qui est très important, dont le Groenland actuellement a la présidence tournante, on avait un organe qui permettait de pacifier et d'apaiser les tensions, et là il est à l'arrêt. Mais ça vous donne, c'est un élément parmi d'autres qui montre le retour des tensions dans cette zone-là,
Et effectivement, ça a été mentionné par Pierre-Alexandre, avec des puissances qui étaient présentes historiquement, la Russie, qui a toujours une expertise, par exemple, en termes de brise-glace nucléaire et de maîtrise de ses routes commerciales et militaires, mais avec de nouvelles puissances, la Chine notamment, qui s'est déclarée à la fin des années 2000 comme une puissance proche arctique, et qui aujourd'hui a pour ambition, vu les efforts qu'elle produit en matière de défense et de marine, de pouvoir projeter des bâtiments en Arctique. Et donc, il va y avoir une montée. En tout cas, l'Arctique, les années qui sont devant nous, et pour le Groenland, pour nous aussi, parce qu'il y a d'autres pays, Norvège, Suède, Finlande, c'est un avenir qui est un avenir fait de rapports de force entre puissances et auquel il faut se préparer. Mais pardonnez-moi de cette question naïve. Pourquoi ce sursaut aussi tardif de l'Europe ? Je dis ça parce que l'Europe, est-ce qu'elle a véritablement investi au Groenland, alors même que le changement climatique accroît sa centralité stratégique ? J'ai l'impression qu'on se réveille autour du Groenland parce que Donald Trump nous interpelle dessus, mais jusqu'ici, moi, j'en avais jamais entendu parler. Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, on en prenne collectivement conscience de sa position stratégique ? Alors, il y a plusieurs sujets dans le sujet. Si on prend juste sur le plan, je pense, économique ou développement du territoire groenlandais en tant que territoire, que pays constitutif du Royaume de Danemark, nous, on n'avait peut-être pas cette acuité, ce regard fin. Les Danois l'avaient depuis très longtemps, et notamment le Groenland bénéficie des investissements du Danemark. L'État-providence danois trouve à s'appliquer au Groenland pour les populations groenlandaises. Ça n'efface pas ce qui s'est fait dans le passé, et je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent parfaitement l'histoire de la colonisation danoise au Groenland. Ça n'efface pas ce qui ont été les excès et les drames liés à la colonisation, mais en tout cas aujourd'hui, l'État-providence danois s'applique au Groenland. Donc des investissements, il y en a eu. Il y a par ailleurs un cadre juridique qui offre au Groenland un chemin vers l'indépendance. C'est une loi qui date de 2009 et donc qui trace un cadre. Donc la préoccupation des pays, on va dire, voisins, je pense aussi à l'Islande, à la Norvège et bien sûr au Danemark, il est ancien et il est continu. C'est vrai que nous, peut-être que Berlin, Paris, Londres, Rome, on a un nouveau regard qui se dessine vers ces régions-là. Et après, c'est la question, au-delà de l'économie, de l'État-providence, c'est la question qu'évoquait en introduction Pierre-Alexandre sur le changement de monde. Et donc le fait que nous, on doit avoir conscience qu'on a une vocation, l'Europe, j'entends, à ne pas être qu'une organisation douanière ou économique, et qu'on est aussi un outil de puissance et de puissance régalienne, qu'on a quelque chose à assumer en cette matière. C'est ce que porte le président de la République depuis 2017, discours de la Sorbonne, qu'il a ensuite porté avec le concept d'autonomie stratégique, et que Gabriel Attal aujourd'hui réaffirme quand il parle de ce monde où il faut savoir s'affirmer en tant que puissance pour être respecté. C'est quoi s'affirmer en tant que puissance ? C'est l'instrument d'anti-coercition ? C'est la dissuasion ? C'est quoi précisément, monsieur le député ? S'affirmer en tant que puissance, c'est plusieurs dimensions. D'abord, c'est de ne pas être naïf. Ouais. C'est de ne pas être naïf face à ces empires que j'évoquais plus tôt, la Russie, la Chine, désormais les États-Unis d'Amérique, qui n'ont qu'un seul objectif, vassaliser l'Europe pour mieux la soumettre et essayer de l'écraser économiquement. Ça, c'est la première des réalités. La deuxième chose, pour répondre à cette brutalité, c'est de s'affirmer comme une puissance pleinement souveraine et pleinement autonome, ce qui aujourd'hui n'est pas tout à fait le cas, que ce soit en matière économique, avec la prédominance des moyens de paiement américains, Visa, Mastercard, en matière numérique, avec la prédominance là aussi des géants de la tech que nous connaissons toutes et tous, et aussi et surtout dans le moment qu'on traverse, avec la prédominance de l'industrie de l'armement américaine, auquel beaucoup de pays européens ont recours pour assurer leur défense. Et donc la priorité qu'on doit être capable de poursuivre les uns et les autres, et c'est ce qu'a très bien fait le président de la République ces dernières années, c'est ce que reprend aussi Gabriel Attal, c'est la nécessité de porter la souveraineté et l'indépendance de l'Europe en matière de défense. Et donc il faut que les États européens se désintoxifient de l'armement américain. La France, par son histoire, est indépendante. C'est le seul pays européen qui maîtrise entièrement sa chaîne de dissuasion nucléaire, à l'inverse de notre allié britannique, qui est une puissance nucléaire, mais dont sa chaîne de dissuasion dépend en partie des États-Unis d'Amérique. Et donc, assumer ce rapport de force, y répondre, c'est en être conscient, c'est développer les bons instruments en matière économique, de finance, de numérique, c'est être capable de développer la souveraineté en matière de défense, et puis c'est reprendre en main le contrôle de notre industrie qui est partie pendant des dizaines d'années sur d'autres espaces du monde. Est-ce que la France peut prendre ce leadership en termes de défense en ce moment ? Concrètement, comment vous défendez ce leadership français ? Moi, j'estime qu'il y a depuis 2017 et l'appel de la Sorbonne, eh bien, une rupture en Europe dans la manière de concevoir la souveraineté et l'indépendance.
quand en 2017 nous avons dit il y a besoin de bâtir la souveraineté européenne, beaucoup de nos concurrents en France y ont vu un appel à la trahison nationale et beaucoup de nos partenaires en Europe y voyaient un concept français incapable de prospérer. Bon, on se rend compte aujourd'hui, 8 ans plus tard, que cette notion d'autonomie stratégique ou de souveraineté européenne, ce qui au fond est la même chose, est aujourd'hui très largement partagée par l'ensemble de nos partenaires européens. Et donc on est en train de gagner des batailles idéologiques avec l'agenda de Versailles, sous présidence française de l'Union européenne, qui a consacré ce principe de souveraineté européenne et d'autonomie stratégique, et puis des votes importants au Parlement européen, à l'impulsion aussi de notre délégation, de Valérie Hayé et de ses collègues, sur la préférence européenne en matière d'armement, sur des financements qui ont été consacrés. Et donc il faut maintenant que les États européens s'en emparent pleinement et mettre en œuvre petit à petit ce qui a été voté par les représentants des citoyens européens au Parlement. Oui, et vous avez porté une résolution. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, expliquer sa genèse, en faire l'état des lieux, concrètement? Alors, il y a 1 an et demi, même 1 an, on a vu le début du second mandat Trump, et donc on a vu le retour, effectivement, la verbalisation des menaces sur le Groenland. On savait que c'est quelque chose d'ancien dans la matrice intellectuelle trumpienne, puisqu'il avait déjà fait référence à cette volonté de s'emparer du Groenland dans le premier mandat. Mais donc il y a 1 an, on a décidé avec un collègue écologiste, dans une démarche qui était assez transpartisane, de rédiger une proposition effectivement de résolution européenne, qui est donc un texte qui n'a pas de portée normative, mais qui permet de manière assez fondamentale aux députés français de voter, et donc de se positionner et d'avoir un message politique vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis de nos partenaires internationaux. Et cette proposition de résolution européenne, elle vise, pour la faire très courte, mais à réaffirmer un principe de solidarité européenne vis-à-vis de nos alliés danois, mais vis-à-vis de n'importe qui, parce que c'est aussi ce qui nous a été dit à Nuuk par, je crois que c'était la maire de Nuuk, mais c'est ce qui nous arrive aujourd'hui à nous Groenlandais et à nous Danois, ça pourrait vous arriver à vous Français. Si Trump envisageait de s'emparer par la force ou de nous proposer un achat forcé de la Guadeloupe ou de la Réunion, vous aimeriez qu'on soit à vos côtés. On ne peut que répondre, effectivement, on aimerait qu'il y ait une solidarité européenne. Et donc, c'est dans cette logique que cette résolution elle vise à réaffirmer une solidarité européenne. Et après, cette résolution, il y a 1 an, on avait déjà inséré, on avait peut-être été un peu visionnaire là-dessus, mais on avait inséré un codicile, en tout cas une phrase qui évoquait l'envoi, dans le cadre d'exercice ou de manière pérenne, de troupes françaises et européennes dans un cadre multilatéral, bien sûr, à la demande, avec l'accord et sous la direction des autorités danoises. Il ne s'agit pas de faire nous-mêmes ce qu'on reproche aux autres et aux Américains, mais donc dans cette logique, en tout cas de solidarité, d'accompagnement. Cette résolution, elle a été adoptée, notamment en Commission d'affaires européennes, aux côtés de Pierre-Alexandre, à la quasi, de mémoire, unanimité. Il y avait eu quelques abstentions. C'est tout. Et on espère pouvoir la faire adopter maintenant en hémicycle dans quelques semaines. Donc il faudra qu'elle soit inscrite et débattue. Ça permettra aussi à certains partis politiques, Front National, la France Insoumise, de nous dire à peu près où ils en sont dans leur rapport vis-à-vis du fait que Trump, pour certains, fait souffler un vent de fraîcheur sur les démocraties et pour les autres, de l'Alliance bolivarienne. J'avoue que je suis quand même assez interpellée par les mots qui sont employés aujourd'hui dans notre vocabulaire, notre grammaire internationale. On parle de souveraineté européenne. Le souverainisme a été dominé pendant des années par les partis populistes et désormais il fait partie de notre vocabulaire. De même, on parle de colonialisme, de nouveaux empires. Est-ce qu'on n'est pas dans un moment d'inversion des hiérarchies, d'inversion des valeurs, d'un moment, parce qu'on a dit d'incertitude ou de trouble des certitudes établies, notre langage, même nos analyses, nos grilles d'analyse aujourd'hui se transforment aussi. Et parce que le monde est redevenu brutal. Ouais. Et parce que la parenthèse enchantée dans laquelle baignaient la France et les Européens est terminée. Et donc les dividendes de la guerre, ce que nous avions réussi à bâtir, tout ça est aujourd'hui menacé. Et ma conviction, c'est que si nous ne sommes pas capables de bâtir cette souveraineté européenne, cette autonomie stratégique, au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité de décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Eh bien, si nous ne sommes pas capables de construire cela, tout ce que nous avons acquis depuis lors, c'est-à-dire la liberté, la paix, la prospérité, alors nous le perdrons. Et nos enfants, les plus jeunes générations qui feront la société de demain, eh bien, n'évolueront pas dans le monde tel que nous le connaissons encore aujourd'hui en France, c'est-à-dire un monde libre, en paix et prospère. Et donc, oui, il y a un changement de réalité. Le monde d'avant... Un changement de paradigme. Un changement de paradigme, une rupture majeure et extrêmement profonde. Mais moi, j'ai confiance en même temps, pour ne pas être que dans le pessimisme et dans une forme de moments extrêmement sombres. Oui, l'Europe est menacée. Oui, le monde est dangereux. Oui, la période est inquiétante. Mais lorsque l'Europe
fait bloc, alors elle est capable de résister. Et nous l'avons vu de manière extrêmement concrète ces derniers jours, dans le cas de la tentative d'annexion du Groenland par les États-Unis d'Amérique. Les Européens, avec la France en tête, ont opposé un front uni, ont menacé de représailles si le Groenland était menacé, si les tarifs douaniers proposés par le président américain étaient appliqués, alors la réponse aurait été extrêmement ferme de la part des Européens qui ont des armes pour se défendre. Et donc dans ce monde redevenu brutal, il faut que l'Europe se durcisse, mais il faut surtout qu'elle ait confiance en elle-même parce qu'elle a tous les atouts pour résister aux grands empires qui veulent la soumettre. Pourtant, l'Europe donne le sentiment de tergiverser, de douter. On l'a vu avec le Mercosur, il y a des désaccords qui sont persistants. Comment faire bloc, comment faire unité? Vous parliez de solidarité. Comment vous y réfléchissez concrètement, en fait, à cette solidarité européenne sur le Groenland et au-delà pour l'avenir de notre géostratégie? Bon, d'abord, je reviens sur les propos de Pierre-Alexandre. Je suis absolument d'accord, mais ça, vous le saviez déjà. Mais on le voit bien quand vous parlez de souverainisme, est-ce qu'on a raison d'utiliser ce mot? Mais en fait, bon, là, parlons très simplement. On a quand même une communauté de valeurs en Europe, on partage énormément, on partage le respect de la démocratie, l'attachement à ce système pour désigner nos représentants et fonctionner ensemble, une économie de marché mais qui est régulée, un État-providence, une protection des minorités, en tout cas une garantie de l'État de droit. Et il ne faut pas s'y tromper, on voit bien que les Groenlandais, ils n'ont pas abandonné l'idée d'être indépendants. Ça, ils nous le disent. Mais ils savent peut-être mieux que nous, je pense même mieux que nous, que cet avenir-là pour eux, il est aujourd'hui mieux garanti en restant à court terme avec le Danemark et avec l'Union européenne, qui est un espace de paix, de démocratie et de respect des droits, plutôt qu'en devenant un nouvel État américain. Donc ça déjà, c'est un bon indicateur de nous rappeler à nous pourquoi on se bat dans ce moment face aux empires et face à tous ceux, comme disait Pierre-Alexandre, qui veulent nous vassaliser ou en tout cas nous voir mettre un genou à terre et nous incliner. Après, sur la réaction européenne, je pense qu'il y a aussi une autre tendance qui est assez forte chez nous, qui est inconsciente peut-être un peu moins ou un peu plus forte, je ne sais pas, chez les Français, mais on a dit, vous avez des désaccords entre l'Allemagne qui n'est pas forcément d'accord, tout le monde n'est pas aligné sur la proposition française du bazooka et de l'arme, donc cette réponse anti-coercition, anti-droit de douane américain. Enfin, on a quand même eu une Europe qui a parlé peu ou prou de manière unie. Et bien sûr que sur 27 États, 28 même si on rajoute donc le Royaume-Uni qui est un partenaire dans ce moment particulier, il y a fondamentalement des voix dissonantes, des nuances qui viennent à s'exprimer. Mais on a eu une réponse unie. On a des vies politiques qui sont quand même peu ou prou à l'unisson également. Pour regarder et aller chaque semaine au Royaume-Uni, je n'ai pas souvenir d'un moment politique où vous avez des responsables politiques au Royaume-Uni qui sont d'accord de la gauche du Labour, on va dire de l'extrême gauche, jusqu'à Nigel Farage et à l'extrême droite, où tous, Farage qui était à Mar-a-Lago le soir de la victoire de Trump, où tous ont dit, nous sommes en désaccord avec ce qui pourrait être fait au Groenland. Les Européens, je pense, il y a eu une unité et elle s'est vue qu'il y ait des débats, c'est certain, mais on a agi fort et vite, bien plus que par le passé, bien plus qu'on ne l'avait fait souvent, et ça s'est vu aussi dans la manière dont Trump a fini par s'exprimer à Davos, et pour l'instant, je ne sais pas quand sera diffusé ce qu'on enregistre, mais en tout cas, pour l'instant, à faire un step back et à faire une marche arrière vis-à-vis de ce qu'il avait annoncé sur le Groenland et de l'usage de la force, notamment. Ma question, en fait, désolée, hein, je me fais l'avocate du diable, mais est-ce que cette unité, elle peut s'inscrire sur la durée, tout simplement? Elle devra. Nous, en tout cas, on se bat pour, et je pense que là-dessus, on est fondamentalement attaché à l'Europe, et il y aura un moment Groenland. En tout cas, moi, je souhaite qu'il y ait un moment Groenland de prise de conscience collective, et qu'il y aura un avant et un après. Moi, ce que je pense, c'est que Donald Trump, Vladimir Poutine, le président chinois, sont les meilleurs catalyseurs de l'unité européenne. Et que vous posiez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on réagissait avec autant de véhémence sur le Groenland. Parce que les menaces d'annexion du Groenland, c'est une menace directe contre la souveraineté d'un État européen. Et la réaction qui a été celle des Européens ces derniers jours avec beaucoup de force n'aurait peut-être pas été la même il y a quelques mois ou quelques années de cela. Il faut voir ce qui s'est passé en Ukraine. La réaction, le soutien européen à l'Ukraine n'a pas été aussi affirmé dans les premiers instants. Oui. Il n'y a pas eu de solidarité européenne, en tout cas aussi marquée que celle qu'on a pu connaître, de réaction aussi anticipée quelque part, avant même qu'une action militaire ait été entreprise de la part des Européens. Et donc je pense que ces quelques dernières années, nous avons vu la rupture brutale dans le monde dans lequel nous étions à travers l'agression brutale, totale, massive de l'Ukraine par la Fédération de Russie, et que nous sommes en train d'opérer un changement de logiciel et intellectuel ici en Europe. La France l'a opéré il y a quelques années. Mais pour beaucoup de nos partenaires européens, ce monde brutal n'était au fond quelque chose d'assez lointain.
mais nous sommes engagés depuis de nombreuses années sur des théâtres d'opérations extérieures. Nous sommes, nous, les Français, les premiers à venir en soutien de beaucoup de pays qui sont menacés ou agressés. Donc nous avons cette conscience du monde, de par notre histoire, de par notre armée, de par notre diplomatie, exactement, gaulo-mitterrandienne. Et donc, cette réalité, ce paradigme nouveau, nous les Français, nous l'avons anticipé. Mais pour beaucoup d'Européens, et à commencer par nos amis danois, l'horizon américain était quasi indépassable. Ouais. Nos amis polonais, nos amis tchèques, pour beaucoup de ceux-là, il y avait un allié, un partenaire, c'était les États-Unis d'Amérique. Bien, ce monde est en train de s'écrouler. Et donc, il faut être capable de construire cette nouvelle conscience européenne. Et la France joue ce rôle avec d'autres. Les Allemands sont en train d'y venir. Et j'espère les Danois aussi, extrêmement rapidement désormais. Vincent, encore, est-ce que vous voulez ajouter un mot ? Je rejoins absolument ce qui a été dit. Vraiment, les Européens, je pense, n'ont jamais eu autant conscience d'eux-mêmes. Ouais. Maintenant, la prise de conscience, c'est, on va dire, la première étape du diagnostic. Il va falloir que ça soit suivi d'actes. Il y en a eu par le passé, mais là, il faut qu'on aille plus vite. Parce que, l'histoire ne nous attendra pas, elle avance. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir politique des États-Unis, quelle sera la fin du mandat de Donald Trump. Ce que je sais, c'est qu'il y a un mandat ici qui se termine en 2027. Je n'ai pas envie que ce soit Jordan Bardella qui puisse et qui ait à répondre à de nouvelles menaces de la part de Donald Trump. Donc, je crois toujours en l'Europe. Je pense qu'on a vraiment un moment d'accélération de l'histoire, de prise de conscience, qui doit déboucher sur des actes. Et encore une fois, qu'il y aura eu un avant et un après. On le doit à nos alliés danois et on le doit à nous-mêmes, on le doit à l'Europe. L'Europe, elle n'a jamais manqué ses rendez-vous avec l'histoire. Je pense qu'on vit un rendez-vous avec l'histoire. Et encore une fois, qu'il y aura un avant et un après. Il est temps que le vieux continent devienne cette fois-ci un grand continent. Et il est temps sans doute de retrouver notre courage politique et notre lucidité commune. Je vous remercie pour cet échange riche, dense. C'était passionnant de vous entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt.